Bon, eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter à cet événement entretien virtuel. Je m'appelle Marc-André Carignan, je suis chroniqueur et animateur, chroniqueur et animateur en aménagement urbain. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En ce mois de mai, le mois de mai qui est le mois du vélo. Et l'événement d'aujourd'hui, donc, s'inscrit dans ce mois du vélo et dans cette volonté de Vélo Québec d'avoir des événements inspirants et du contenu inspirant pour la communauté cycliste future, en devenir. Bref, ça se développe évidemment. Et aujourd'hui, ben, écoutez, c'est pas tous les jours qu'on introduit un nouveau membre honoraire à Vélo Québec. Mais juste avant de plonger dans notre entrevue, je veux tout d'abord vous rappeler que ce sera un rendez-vous interactif dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'aux alentours de 12h40, 12h45, on va prendre vos questions. Alors, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à le faire dans la zone de clavardage. Donc, on pourra poser quelques questions à notre invité du jour, Michel Labrec. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous présenter, en fait, ma co-animatrice presque aujourd'hui. Bonjour Magali. Bonjour. Magali Bebronne, qui est directrice des programmes chez Vélo Québec. Et Magali, donc, va recevoir justement vos questions et pourra nous les présenter. Et Magali, donc, directrice des programmes chez Vélo Québec. Le vélo, je ne sais pas, en tout cas, j'ai l'impression peut-être qu'avec la pandémie, il y a eu je ne sais pas si on peut dire découvrir ou redécouverte du vélo, mais en tout cas, ça semble plus populaire que jamais, là. Oui, en effet, on pense que beaucoup de Québécois ont ressorti leur vélo du cabanon à l'occasion de la pandémie. Je pense que quand toutes les autres options n'existaient plus, quand on ne pouvait plus voyager à l'étranger, on a redécouvert que le vélo, c'était une belle façon de redécouvrir le Québec. Quand toutes les autres activités sportives aussi nous ont été coupées sous le pied, on s'est rendu compte que le vélo, ça pouvait être notre façon de nous remettre en forme. On a redécouvert nos quartiers puisqu'on était en mode télétravail. Donc définitivement, la pandémie a redonné ses lettres de noblesse au vélo. Et puis, je pense qu'avec l'électrification aussi du vélo, bien, c'est tout un pan de la population qui redécouvre le vélo. C'est des gens peut-être un peu moins en forme, c'est des gens qui peut-être ne voyaient pas le vélo comme une option pour eux. Le vélo électrique, c'est quand même formidable, ça gomme les reliefs, ça étend aussi le rayon d'action qu'on pensait pouvoir faire à vélo. Alors, tout ça, c'est très, très pertinent. Puis avec l'inflation et le prix du gaz à plus de 2 dollars du litre, je pense qu'on redécouvre aussi le plaisir de se déplacer à la force de nos deux jambes, d'économiser, d'intégrer l'activité physique au quotidien. Et avec aussi tous les débats sur la densification qu'on voit en ce moment, la ville du 15 minutes, c'est certain que le vélo, plus que jamais, a un rôle à jouer dans notre quotidien, dans la lutte au changement climatique. Alors, on est très excités de ce qui s'en vient encore pour la Ben oui, suite. puis on le voit, hein, le vélo électrique qui, même je lisais un article récemment aux États-Unis avec la flotte de vélos en libre-service, est en train de créer une véritable révolution de nouveaux adeptes. Alors, il y a beaucoup de potentiel pour le vélo. Et il y a un nouveau programme d'ailleurs que vous avez introduit récemment chez Vélo Québec, là, dont vous êtes très fiers. Oui, on l'appelle Tout à vélo. En fait, c'est un cours par et pour les femmes qui n'ont jamais appris à faire le vélo ou qui ne se sentent pas assez en confiance pour l'utiliser comme moyen de transport. C'est vraiment un coup de cœur pour toute l'équipe de Vélo Québec. On a lancé ça sous forme de projet pilote en 2020 avec un objectif de rejoindre une trentaine de femmes et on a été absolument abasourdis par le succès. On a rejoint une centaine de femmes, on s'est constitué une énorme liste d'attente, on n'a pas pu répondre à la demande et cette année, on vise rejoindre 300 femmes et déjà, on sait qu'on ne pourra pas répondre à toutes celles qui ont répondu présentes et qui nous ont dit « oui, je veux apprendre à faire du vélo, ça a toujours été un de mes rêves ». Donc, on a très, très hâte de voir ce programme se développer dans les années à venir. Et là, aujourd'hui, je le disais, événement spécial, c'est pas tous les jours qu'on intronise quelqu'un comme membre honoraire chez Vélo Québec. D'abord, pourquoi on a décidé d'avoir des membres honoraires chez Vélo Québec? Bien, parce qu'il y a une foule de gens qui travaillent parfois dans l'ombre et qui, chacun à leur manière, permettent vraiment de développer la pratique du vélo. On a honoré, par exemple, dans le passé, Bicycle Bob Silverman, Robert Silverman, qui nous a quittés malheureusement cette année, non sans avoir vraiment eu un impact phénoménal sur la visibilité du vélo. Cette année, on a aussi, par exemple, honoré Denise Belzile, qui est une mécanicienne de haut niveau et qui agit dans les plus hautes sphères. Ce sont des gens qui parfois travaillent dans l'ombre, mais méritent toute notre reconnaissance pour ce qu'ils font pour faire avancer la cause. Voilà. Et là, Michel Labrec. Pourquoi Michel Labrec, la grande question?
Ben, Michel Labrec, c'est quelqu'un qui a une grande créativité, qui a réussi, qui a inventé des nouveaux concepts. Le cocktail transport, c'est une invention de Michel. Il a encore toute sa pertinence aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui a fait sa place dans le débat public, qui vient positionner le vélo comme une solution à des enjeux de société. Et puis, un travail, là aussi, un peu de l'ombre, c'est qu'il a donné une assise puis une solidité à Vélo-Québec comme organisation qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir l'impact qu'on a. Alors, on est vraiment content de pouvoir le célébrer et souligner tout son apport à la cause. Ben voilà, son apport à Vélo-Québec, qui ne s'appelait pas Vélo-Québec lorsqu'il est arrivé. On a peut-être la chance d'en parler. Donc, reste avec nous, Magali. On prend les questions un petit peu plus tard. Et là, ben, c'est le moment d'introduire notre nouveau membre honoraire, Michel Labrec. Bonjour. Bonjour. Félicitations pour ce prix franchement mérité. Je pense que Magali a bien décrit les raisons qui vous amènent ici aujourd'hui devant nous. J'ai compris que c'était moins un prix que je devenais membre honoraire à vie, là, donc jusqu'à ma mort. Et voilà, et voilà. Non transmissible, c'est ça que j'ai compris. Moi, je ne sais pas si au niveau de l'héritage, mais c'est un prix qui s'inscrit quand même dans une carrière que je trouve fascinante parce que c'est pas une carrière linéaire vélo, 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 vélo. Hein? Il y a eu Montréal en lumière, STM, Parc olympique maintenant. Donc, c'est quand même intéressant. Aujourd'hui, on va peut-être se concentrer un peu plus sur le vélo et peut-être parler un peu de politique municipale et d'aménagement urbain. Tout est interrelié et vous avez été politicien municipal. Mais j'avais le goût de vous demander tout d'abord, est-ce que vous réalisez le chemin parcouru? C'est-à-dire que si on se replace en 1980 à peu près, quand vous êtes arrivé donc dans le coin de Vélo-Québec et tout ça, est-ce que vous auriez imaginé parcourir tout ce chemin-là et avoir ce legs-là pour le vélo et Québec et ultimement recevoir le titre de membre honoraire? Oui. Je vais je vais dire le chemin parcouru. Je suis venu au studio aujourd'hui, puis mon parcours, je l'ai fait à 85 % sur un réseau cyclable. Fait que si, on dit pas dans ma cour, mais dans ma cour, ça s'est beaucoup amélioré. C'est-à-dire que de chez moi, par Laurier à contresens, chose qu'on ne voulait pas voir avant, c'était trop dangereux, il y a une piste qui amène au rêve, qui m'amène à Duluth, des Pins est présentement en travaux, puis Sherbrooke. Pour illustrer les gains, juste personnellement, égoïstement, 80 % de mon parcours aujourd'hui était sur le réseau cyclable. Quand je vais travailler au Parc olympique, je passe par les petites rues, apaisement de circulation à 30 km. Je prends Rachel qui a été refait un peu. Et encore là, je peux passer 60 % de mon parcours. Donc, de mon point de vue, extrêmement... dans ma cour, oui, je mesure le chemin parcouru. Et il faut dire que vous êtes un peu dans les quartiers centraux. Là. Si on est un petit peu plus excentré, ça ne sera peut-être pas la même réalité. Oui. Mais ce qui est intéressant... Mais je dis égoïstement. Mais égoïstement, voilà. Je peux dire le moteur de l'action, hein, quand on se met en action, c'est souvent la mauvaise humeur, la colère, le goût que les choses changent. Quand je me suis présenté en politique, je l'ai dit, je ne veux pas changer le monde, je veux mettre un stop au coin de la rue. Un arrêt, parce que ça n'a pas de bon sens. On ne joue pas dans la rue avec nos enfants, mais on ne pouvait plus jouer dans les ruelles. Donc, c'est souvent le moteur de l'action. Il y en a qui ont des visées plus larges, qui voient globalement les choses, mais moi, le moteur de l'action, c'était extrêmement égoïste, au sens où je me disais, dans ma mobilité, c'est pas possible que ça soit aussi compliqué de me déplacer à vélo. Et conséquemment, les gains, je les mesure à cette hauteur-là et je sais qu'il y a des zones, qu'il y a des territoires, qu'il y a des villes où c'est pas du tout ça, là, où c'est loin de ça. Ben, c'est intéressant que vous parlez d'égoïsme parce que c'est presque venu une forme d'égoïsme, je sais que c'est paradoxal de dire ça comme ça, mais collectif parce que vous, c'était votre réalité, mais là, maintenant, d'avoir un réseau cyclable, d'avoir un arrêt-stop, ça aide tellement de gens. Ça a permis de développer finalement... Ça a contribué au développement de la culture vélo. Là. Tout à fait, oui. Puisque, dans le fond, Vélo-Québec, si on se replace dans ces années-là, hein, Vélo-Québec est né, Gabriel Lupien, Florent Binet, Gérald Larose, on crée un mouvement dans les années 60, Révolution tranquille, création de la Fédération provinciale de cyclotourisme en 4 janvier 67, début janvier 67. Ça fait partie de la Révolution tranquille. Moi, quand je suis arrivé, c'est par une pratique cyclotouristique et utilitaire. Je venais de découvrir j'habitais à Laval. Pour aller à l'école, on avait des autobus
on entend Donc, j'habitais à Laval. Pour aller à la polyvalente, on se rendait en autobus orange et on était captifs de l'autobus parce qu'il passait devant chez nous, il nous embarquait, il nous débarquait. Et conséquemment, quand j'ai découvert le vélo, je pouvais aller à l'école à l'heure que je veux, revenir de l'école quand je voulais, et je pouvais surtout foxer. Je ne sais pas si le terme vous est familier. Pas aller à des cours puis revenir à la maison. Il y avait une liberté qui venait avec le vélo. Exact. Conséquemment, je découvrais le vélo, je me suis impliqué dans le mouvement qui était Fédération provinciale de cyclotourisme, ensuite québécoise, et en travaillant, donc début des années 70 jusqu'en 79, on s'est dit, il faut englober la dimension touristique, la dimension utilitaire, la dimension de défense des intérêts des consommateurs et la dimension sécurité. Il faut comprendre qu'on ne pouvait pas avoir un mouvement cyclistes où on avait de plus en plus de cyclistes qui font de plus en plus de vélos avec de plus en plus de blessés. Ce n'est pas une bonne idée. Il fallait donc revendiquer de la place sur la rue, de la place sur la route, modifier un code de la sécurité routière, code de la route. Donc, il fallait faire ces demandes-là pour obtenir des gains. Parce que si tu as plus de monde qui font une activité puis tu as plus de routière, tu n'as pas de gain. Il y a du monde qui vont dire que ça ne marche pas. Puis, je rappelle quand on a commencé ça, il y avait des gens dans les gouvernements et les villes qui disaient, bien, on n'est pas pour faire des pistes cyclables. On va avoir plus de cyclistes. Puis si on a plus de cyclistes, on va avoir plus de blessés. Puis si les gens, il n'y a plus de pistes cyclables, ils vont être dans la rue, puis c'est pas ça qu'on veut. Fait que donc, on devait détricoter une logique à ce moment-là. Puis Vélo-Québec, le nom a été choisi en 1979. Bien, ça a été choisi en 1979. Bien, justement, parlons-en. J'étais président du conseil, j'étais jeune. Bien, parlons-en, vous m'ouvrez la porte. Là, je l'ai dit en introduction, Vélo-Québec, à l'époque, c'était pas le nom que... Quand vous êtes arrivé, c'était pas le nom. On était plus dans l'association du cyclotourisme. C'est la Fédération québécoise de cyclotourisme. De cyclotourisme. Mais j'étais aussi dans le monde à bicyclette, qui est parti, le nom anglais s'appelait Citizen on Bicycle. Il y avait Claire Morissette, il y avait Jacques Desjardins, il y avait Jean-Paul Laberge. Le siège social du monde à bicyclette, Citizen on Bicycle, était sur l'avenue du Parc, au coin de Saint-Viateur, au YMCA. J'étudiais à l'Université de Montréal. J'arrive là-dedans parce que moi, je me faisais écœurer par les automobilistes en allant à l'école. Fait que ça n'a pas de à l'université, ça n'a pas de bon sens. Là, parce que là, je suis membre honoraire, m'a raconté des faits d'armes. Fait que là, un vieux soldat. Quand on parle de cette époque-là, là, on avait, écoutez, je me suis fait tirer des pommes dans le dos, lancer des assiettes d'un bus. Les gens nous attendaient avec leur cendrier dans la voiture, puis ils le vidaient quand on passait. C'est comme ça que les cyclistes étaient reçus. Ah oui, enlève-toi de la rue. Je portais un casque à l'époque, j'en porte plus, mais je portais un casque prototype de la compagnie Bell, fait par le Snell Institute aux États-Unis, un casque vélo blanc avec des trous et des lignes rouges. Je me faisais donner des tapes par les camionneurs. « Hey, tu casses, enlève-toi de la rue. » Donc, il y avait puis Suzanne qui a dirigé Vélo-Québec pendant des années, Jean-François Prononneau. On a vécu une période où Louise Roy, écoute, c'est encore un peu comme ça, beaucoup moins, mais les filles se faisaient achaler pas qu'à peu près. Mettre des mains sur les fesses par les gens dans les voitures. Oui, on était juste assez pour se reconnaître quand on se croisait, mais il y avait vraiment « Qu'est-ce que vous faites dans la rue? » On est dans les années 80. 70-80. 70-80, on est vraiment « Qu'est-ce que vous faites dans la rue? » On est à l'apogée, là, on est à l'apogée de la domination de l'automobile dans les villes. Là. On a abdiqué complètement à ce moment-là, là, toute la place, les trottoirs, le stationnement, la vitesse, l'échangeur parc-pain, hein, qui a été refait, qui est avec des bretelles, ce qu'on appelait les bretelles de fluidité, là, qui rentraient dans les parcs pour que les autos puissent tourner du côté droit puis pas avoir de feu de circulation. On avait complètement abdiqué. Fait que nous, on arrivait là comme des électrons libres. Bob était pas bon. Il a été honoré il y a quelques années ou un an, membre honoraire, mais Bob, qui vient de décéder, Bob, c'était le poète avec Claire qui était la pragmatique. Fait que j'étais dans le monde à la bicyclette et à Vélo-Québec également. Je suis devenu président de la Fédération québécoise de cyclotourisme. Puis je dis, on a un mandat national d'un point de vue québécois. Bien, abordons les questions de mobilité, abordons les questions. Et il y avait Guy Rouleau, qui était le directeur à l'époque, qui était quelqu'un d'assez spécial aussi en termes de stratégie politique, de militantisme, de faire flèche de tout bois. Il avait fait des études en langage vernaculaire, une maîtrise, donc des pratiques politiques d'avant-garde.
Mais c'est un peu, Oui. c'est un peu ça qui vous a poussé au militantisme, si je comprends bien, c'est que justement, comment on recevait les cyclistes, la haine qu'il pouvait y avoir, le manque d'infrastructures, c'est Oui. vraiment ça qui a été le cœur, la motivation première pour ça. En même temps, bon, on est aux études, on lit, et je comprends toujours pas. En 2022, je vais vous dire, je comprends pas. Puis on s'en est parlé parce qu'on s'est jasé un petit peu avant. Qu'un véhicule, écoute, un vélo, c'est 10 kilos, à peu près. Ça déplace quelqu'un de 100 kilos. Bon, j'en pèse moins, mais à 30 km à l'heure. Et je ne comprends pas, je sais pourquoi, on en reparlera, mais que quelque chose d'aussi léger, d'aussi petit, d'aussi peu, cause autant de chicanes, de problèmes. Et là, de demander une piste cyclable sur une rue, c'était... Là, tu dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et de cette réflexion-là, dans les années... comment ça se fait que c'est quelque chose d'aussi simple, qui ne pollue pas, qui ne coûte pas cher, qu'on peut avoir? Comment ça se fait que vous ne voulez pas que je roule dans la rue, tasse-toi de là? Comment ça se fait que les grilles d'égout sont... les puisards sont enlignés dans le sens de la roue pour que ma roue se coince, puis quelqu'un ne peut pas le mettre de l'autre côté. Comment ça se fait que dans des rues de quartier, c'est 50 km à l'heure? Enfin, donc, ces questions-là, tu te poses, comment on a abdiqué l'urbain? Parce que l'histoire de l'automobile est très, très courte dans l'histoire de l'humanité par rapport à ce qu'on appelle l'histoire de la cité, l'histoire des villes pré-automobiles. Il y a toujours eu des problèmes de circulation, que ce soit les charrettes, les chevaux, des milliers de chevaux à Montréal à une époque, il fallait gérer tout ça. Donc, c'est de cette interrogation-là que, par le biais, il y avait un journal au monde de la bicyclette qui s'appelait « Vers une ville nouvelle », par tout le mouvement de réflexion sur l'urbanisme, avec des gens à la ville aussi, il faut dire qu'il y avait des... Donc là, tu réfléchis, puis tu utilises, ça devient un élément de symbole. C'est-à-dire, ça devient un élément, je le dis souvent, Robert Bourassa, qui a été premier ministre du Québec, cet homme-là a nagé toute sa vie, tous les jours, pour se garder en forme. Quand il était en déplacement, puis son équipe le savait, ça faisait partie de son hygiène de vie. Puis on n'a jamais dit dans les décisions de Robert Bourassa, « Ah, c'est une décision de nageur ». Mais quand vous vous déplacez en vélo, puis que vous allez travailler, que vous allez à l'hôtel de ville, que vous allez au parc olympique, vous êtes cycliste. Donc, tu te dis, mais c'est juste mon moyen de transport. Quand je sortais du conseil municipal, il y a des conseillers qui me disaient « bonne balade ». Mais si je m'en vais pas en balade, je retourne à la maison. Mais ça démontre certaines mentalités à travers les époques. Et c'est intéressant quand on regarde justement certains moments clés ou certains, je dirais, projets clés dans la ville. Bon, vous avez parlé du monde à bicyclette. Il faut qu'on s'en parle un petit peu parce que vous aviez toute une théâtralité et je pense, peut-être que je me trompe, mais vous allez pouvoir me corriger, que certains exemples, on pourra en donner quelques-uns du monde à bicyclette, les interventions que vous faisiez, ça démontrait des incohérences, des trucs. Il faut que pour tous ceux qui ont été militants au monde à bicyclette, là, fermement, moi j'étais membre. Puis j'étais pas. Fait que j'ai fait on faisait des die-ins, c'est-à-dire qu'on se couchait sur la rue pour montrer l'hécatombe. Parce qu'il faut voir, là, encore aujourd'hui, en 2022, on a inventé un système de mobilité qui tue 3000 personnes par jour, qui est l'automobile. Et la semaine dernière, il y a eu un déraillement, je pense, en Autriche, une mortalité, manchette de tous les journaux. Imaginez que tous les jours, on annonce aujourd'hui 3000 morts sur la route. Demain, 3000 morts. C'est ça le système de mobilité et c'est beaucoup moins qu'avant, mais le système de mobilité qu'on a inventé, c'est celui-là. Et conséquemment, Bob, ça, c'était avec Claire, c'était la théâtre. Moi, je participais. Honnêtement, je participais au sens où j'étais... Et c'est plus tard que le Vélo Québec, avec Guy, il y avait du tiraillement parce que... Mais parlez-nous de l'exemple dans le métro quand vous essayez d'entrer des objets parce qu'on n'avait pas le droit d'entrer. C'est ça, on n'avait pas le droit d'entrer de vélo. Fait que là, moi, comme membre du monde, on se répartit des stations. Moi, j'embarque à Sauvé, un autre à Crémazie, un autre à Jean-Talon, Beaubien, Rosemont, puis on se retrouve à Berry-UQAM. Fait que là, on était 30-40. On était rentrés dans une station et en haut des escaliers, il y avait la police anti-émeute parce qu'il fallait évacuer, on n'avait pas le droit. Ensuite, une fois, on décide de rentrer, mais avec toutes sortes d'objets. Un escabeau, une mop avec un seau, un éléphant en carton, une contrebasse. Tout ça, ça passait très, très bien. Un vélo,
pas de vélo! Fait que on disait, mais qu'est-ce qui fait que c'est pas possible? Je viens de rentrer avec une contrebasse, puis un escabeau, puis le changeur, il disait rien. Là, vélo, ça marche pas. C'est sûr qu'on était en revendication. Fait que l'objet était. Non, mais c'était révélateur. On craignait, la STM craignait qu'on roule sur les quais. Elle craignait que les gens mettent de la graisse sur les vêtements des gens. Elle craignait toutes sortes de choses qui ne se sont pas révélées. Ouais. Et il y a eu donc Bob, Claire, d'autres membres du monde à bicyclette se sont fait arrêter. Il y a eu des poursuites et il y a eu une conjoncture devant les tribunaux quand le juge a dit, bien, si vous ne voulez pas les vélos, écrivez, on ne veut pas de vélos. Parce que la STM disait, bien, monsieur le juge, c'est évident qu'on ne veut pas d'éléphants. Bien, il dit, si vous n'en voulez pas, vous l'écrirez, parce qu'il y avait objet interdit. Bien, il dit, vous écrirez pas de vélo. Et là, Mme Roy, Louise Roy, était devenue présidente PDGère de la STM. Monsieur Perrault, je pense, était président du conseil. Donc, ils ont fait un règlement permettant les vélos. Mais la première année, on devait avoir un carton de ce grandeur-là, avec notre nom puis notre photo, pour être facilement identifiable. Fait qu'on payait notre titre, on avait notre carton vélo, mais la journée où on devait aller se faire photographier à un studio spécifique sur la rue Mont-Royal, on s'est tous donné le go en même temps. On s'est dit, on va se faire photographier la même soirée. On est tous arrivés, puis il y avait une file. Fait que les journaux qu'on avait appelés, file de gens pour se faire photographier, je sais pas combien. Et au bout d'un an ou deux, ils ont dit, ça sert strictement à rien, on n'a pas besoin de ça, puis on enlevait ça. Quand je suis arrivé à la STM, on a juste étendu le nombre de cyclistes possibles. Donc là, on a ajouté aux politiques qui étaient déjà là. Mais c'est vrai que c'était des batailles, mais c'était la force du monde. Et Vélo-Québec a embarqué dans ces batailles-là de leur façon. Il y avait une journée mondiale du vélo qui était le samedi que le monde à bicyclette organisait. Puis l'analyse qu'on faisait à Vélo-Québec, c'est qu'on était là. Mais on était deux. À l'époque, on était des granolas. Après ça, on a été des écolos. Puis après, maintenant, on doit être des woke, là, je sais pas. Mais à l'époque, donc, à Vélo-Québec, l'analyse qu'on faisait, c'est qu'il fallait créer un mouvement populaire au sens de la population. Pas au sens et qui dépassait peut-être le cyclotourisme. Parce oui, que ça a été un ça. combat je veux dire, puis c'est encore un combat aujourd'hui pour certains, c'est de démontrer que le vélo, puis ça explique aussi le changement de nom de Vélo-Québec, qui était du cyclotourisme, la Fédération de cyclotourisme, dire c'est pas juste pour le dimanche puis faire une belle balade. Ouais, mais c'est là qu'on a créé le Tour de l'île. C'est-à-dire qu'on a créé le Tour de l'île en disant on veut des gens sans pancarte. Parce qu'on emportait des pancartes, là, l'essence de mon vélo, c'est moi, puis ton char n'est pas payé, mon ABC qui est payé. Puis, donc, on avait des slogans, mais on se disait non, ça prend un mouvement vraiment par le nombre, un mouvement qui illustre la popularité, qui veut qu'on réclame en anglais, réclame la rue, mais sous l'angle d'une pratique populaire. Fait qu'on a créé théoriquement le Tour de l'île, par une écriture, une réflexion, Robert Boivin, Marianne Rainville, puis il y a eu une opportunité politique par le ministre Guy Tardif de lancer un événement pour inaugurer les pistes cyclables. On a parti le Tour de l'île, Louise Roy, l'autre Louise Roy, la Louise Roy de Vélo-Québec, pas celle de la STM. Puis on a parti le Tour de l'île en 85 sous une pluie battante avec tous les dignitaires habillés en coton ouaté et jaune. Fait qu'on les appelait gentiment les petits poussins. et là, le Tour de l'île est né et a créé... Et c'est devenu familial, multigénérationnel, et il y avait la masse critique pour démontrer l'intérêt du vélo. C'était pas juste, puis là, je le dis pas de façon péjorative, mais c'était pas juste 50 personnes dans un die-in. C'est ça. Voilà. Et beaucoup dans une organisation militante, il faut toujours s'assurer, c'est le plus difficile, c'est comment on assure la pérennité financière, comment on assure donc des composantes, donc un groupe qui a une profondeur intellectuelle, la recherche, la revendication correcte, c'est sûr qu'il y a toujours un ton à utiliser, mais sur des assises, des fondamentaux, et avoir des arguments qui sont solides, scientifiquement solides. Après, ils peuvent être idéologiquement différents. On assit ça sur une base d'un magazine, on assit ça sur une base d'une agence de voyage, on assit ça sur la base de la Maison des cyclistes, on assit ça sur la base d'événements. Parce que la pratique est protéiforme. Comment on amène quelqu'un à faire du vélo? Ma voisine ou mon voisin a fait le tour de l'île, 60 km. Je pourrais peut-être essayer. Bon, après ça, j'ai le goût de partir en voyage, mais comment je m'y prends? On va faire un voyage de 3 jours, une petite aventure, puis après, vous partirez tout seul, puis vous direz, j'ai même plus besoin de Vélo-Québec.
Après, on va faire un guide de parcours, puis vous le prendrez, puis vous irez sur une route que vous avez décidée, mais l'accotement est asphalté. Donc, c'était une construction vraiment, vraiment réfléchie. Très progressive. Reliée à la mission qui était faciliter la pratique libre et sécuritaire. Plus de cyclistes, de tous les âges, il y avait beaucoup de femmes. C'est un mouvement dans lequel il y avait beaucoup de femmes, presque à parité. Les femmes avaient leurs revendications féministes. Il y avait des gens de la communauté qu'on dirait BLTGQ2 maintenant, qui étaient dans le mouvement. Donc, ces revendications-là s'exprimaient pas par le vélo, mais elles étaient, je vous dis, là, c'est pas un... Je m'en vais, c'était péjoratif, mais il y avait un mot qui était les pédales. Pédale, c'était un homosexuel homme. Et quand on faisait affaire avec, et ça a bien changé, mais avec les forces policières du SPVM de l'époque, puis qu'on était cycliste, ils nous disaient que c'était une gang de pédales, au sens du vocabulaire péjoratif de l'époque. Là, je parle des années début 70. Ce qui fait que le mouvement a été structuré, effectivement, avec un changement de nom, mais avec une vision de pérennité. Comment on finance correctement la dimension revendication, argumentation, recherche, développement. Il n'y avait aucun, dites-vous ça là, 4 ans de polytechnique en génie civil, pas 1 heure sur le vélo. Tu sors après 4 ans de polytechnique en génie civil puis circulation, là, puis le piéton et le cycliste, c'est un problème. Encore aujourd'hui? Non, ça a changé. Rassurez-moi. Non, à Polytechnique, tu as Catherine Morancy qui a une chaire de mobilité durable. Catherine, qui est une scientifique extrêmement forte, ça a changé incroyablement. On les voit. Ça a changé. Mais il y avait donc, quand on rencontrait des ingénieurs, les ingénieurs n'avaient pas scolairement appris. C'est un problème. Le vélo, comment je le gère? La phase pour les piétons, j'ai 6 secondes pour passer les piétons. Oui, mais ça en prend 12. Oui, mais j'ai des autos, moi, à passer. Oui, mais si je mets 12 secondes, puis c'est encore... Fait qu'il y avait tout ce débat-là qui se combinait. Urbanité, fluidité... parce que la ville était conçue pour la fluidité automobile et non pas l'humain qui... Abdication complète à l'automobile. Abdication, puis je me souviens d'une conférence de l'Association canadienne-française pour l'avancement de la science, et long, de l'ACFAS. Il y a 30-35 ans, je pensais à ça quand vous m'aviez dit... Et il y avait un scientifique qui était venu nous présenter donc le futur, il y a 35 ans, de la mobilité, de l'étalement urbain, tout ça, et j'étais d'une colère, là. Tu sais, vous assistez à une conférence scientifique, puis c'est pas vrai qu'on s'en va là. Et donc, je m'ostine en posant des questions avec le chercheur. Lui était calme, lui, il présentait les faits, il présentait ce qu'on appelle, vous savez, quand c'est parti puis ça ne s'arrête pas. Ça s'est réalisé, l'étalement urbain, la motorisation. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, notre revendication, elle ne peut pas s'opposer à quelque chose de cette lourdeur-là. On va devoir dire, nous, on veut notre place. Vous aurez la vôtre, là, mais on veut notre place. Oui, mais on va arbitrer. Et c'est beaucoup ça, le changement en termes de stratégie. Ça sert à quoi de se confronter à une machine de cette lourdeur qui va, par les politiques publiques, par l'aménagement du territoire, par les constructions d'autoroutes Nous, ce qu'on va dire, c'est nous, qu'est-ce qu'on a? On est un certain nombre, comment on nous protège, comment on améliore notre mobilité, notre sécurité, la fluidité cycliste. Fait que la revendication est partie très pragmatique, hein? Les cyclistes sont toujours des écolos vert pâle, très pragmatique, comment me rendre de A à B en sécurité le plus rapidement possible. Mais en même temps, c'est intéressant parce que vous me parlez de la réalité des années 70, 80, tout ça. Et là, on est rendu en 2022. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, fluidité automobile, qui fait encore partie de l'actualité. Et le vélo, même 40 ans plus tard, insérer une piste cyclable, un réseau express vélo, c'est toujours un débat incroyable dans l'actualité. On a des médias, je pense sur Saint-Denis, au Rêve qui carburaient aux oppositions. Et donc, plus on avance, et vous avez fait de la politique municipale, donc vous êtes en bonne posture pour comprendre un peu le genre de débat que ça peut susciter au cours des citoyens. Comment ça se fait qu'en 2022, on en est encore là? Pourquoi c'est si complexe encore aujourd'hui d'insérer un peu plus de vélo dans nos villes? Bien, c'est comme citoyen, citoyenne, là. L'être humain est un être d'habitude. On dit que la nécessité est la mère de l'invention. Moi, je dis que c'est la paresse.
Et conséquemment, Mélanie Magali me posait une question, elle me disait, on ne paye pas de taxes, puis tout ça. Le gros problème, et Robert Boivin, dans un texte qui s'appelle « L'avocat du diable », publié en 1992 dans le cadre de Vélo mondial, écrivait « Le gros problème du vélo, c'est que, d'un point de vue économique, c'est trop léger. » Comparativement à la voiture, par exemple. Ça pèse pas. Comment ça se fait que... Je vais vous donner un exemple. Hier ou avant-hier, j'apprends les élus ou un parti politique disent on devrait donner de l'argent à ceux qui s'achètent un vélo électrique. Mais pourquoi pas à du monde qui s'achète un vélo? Pourquoi on a 12 000 $? C'est correct. 12 000 $ pour la transition d'une voiture à une voiture électrique. Donc, on donne ça à partir des impôts généraux ou de la taxe carbone, peu importe le fond. Mais le monde en vélo, on produit zéro GES. Pourquoi, si j'ai un moteur électrique, j'aurais le droit à un rabais? Parce que c'est plus cher. Un bon vélo de ville, c'est 1 300 $, selon l'étude que Vélo Québec vient de faire pour nous au Parc olympique. Ah, c'est pas une petite dépense. Conséquemment, l'analyse que je fais, là, je ne ferai pas une analyse macro-capitaliste, puis tout ça, là, disons, dites-vous que l'homme le plus riche au monde, c'est un vendeur de chars, présentement. On ne nommera pas, mais on l'a en tête. Ouais. Puis deuxièmement, cet homme-là veut acheter des trillions de données personnelles. Il ne veut pas acheter Twitter, il veut acheter des trillions de données personnelles pour mieux vendre ses autos. C'est un vendeur de chars, il donne des coups ses pneus. Dites-vous qu'on est, ces gens-là, en plus, je veux dire, là, l'économie reprend. Les vols aériens reprennent. On va recommencer à produire des gaz à effet de serre. On se force de notre côté. Puis là, il y en a 5 qui font 11 minutes dans l'espace, l'équivalent de 25 000 VUS. Donc, je reviens à nous. Le vélo, pour moi, et puis le texte de Robert le disait bien, c'est que son impact économique, d'un point de vue de la machine à produire, fabriquer, vendre, acheter, entretenir, est trop faible. C'est beaucoup plus compliqué. Les gens, là, quand ils arrivent autour d'une table de décision, sont là pour gérer des milliards, sont là pour gérer de la congestion, des cônes. Ils ne l'abordent pas sous l'angle de « on a besoin de combien pour tripler le réseau cyclable ou le multiplier par 5 en 5 ans? 100 millions, c'est anecdotique. » Donc, cette réticence-là, elle vient de nous en partant. Elle vient de nous, pas comme cyclistes, mais comme dans chacun de nos décisions. Quand on parle avec des élus, oui, le problème est... En quelque sorte, le vélo, c'est son poids léger qui s'oppose à la lourdeur de l'humain. Si je prenais les mots. Mais il y a un manque, dans ce que vous dites, il y a un manque de véritable volonté politique à toute échelle. Là, ça peut être provincial. Parce que vous dites, vous dites, ça pourrait, pour 100 millions, on pourrait faire telle affaire. On est prêt à investir 10 milliards pour un tunnel à Québec. Mais donc, 100 millions, on réglerait combien de problèmes à vélo? Là, chez moi, avec la volonté politique. La volonté politique, on est en démocratie libérale. On représente les citoyens. Quand on est au diapason de l'opinion des citoyens, on est élu. Fait arrêtez-moi la volonté. Si la première volonté politique, mettez-la à votre face sur une pancarte. Puis allez comme Luc Ferranzère manger des coups de pied dans le derrière à tous les jours parce qu'il fait une saillie de trottoir. Moi, j'ai travaillé. Il m'a battu aux élections. J'ai écrit un document où j'ai mis beaucoup de temps. Et j'ai mis beaucoup de temps. C'est le plan de déplacement urbain du plateau, 50 mesures. Est-ce que si j'avais été élu, je l'aurais fait tel quel? Je m'étais donné 16 ans pour arriver à des résultats par phase de 4 ans. Mais reconnaissons que Luc, puis je lui ai dit, à mon avis, tu es mieux là que moi. Mais il s'est fait déchiqueter. Et pourquoi? Parce qu'il était en phase puisqu'il a été réélu. Il était en phase avec son quartier. Donc, la volonté politique, elle exprime la volonté populaire, malgré toutes les distorsions de la démocratie. On peut regarder tous les régimes présentement. Ma grande question, c'est est-ce qu'il y a un autre régime, pétromonarchie, oligarchie, dictature, régime totalitaire, proportionnel pondéré, qui va résoudre mieux que d'autres les problèmes d'environnement? Mais en même temps, je me fais l'avocat du diable. Allez-y. Non, mais dans la mesure où s'il n'y a pas d'infrastructure convenable pour les familles, les gens ne plongeront pas en vélo, donc n'exigeront pas plus de vélos d'infrastructure. Donc, il faut que ça vienne peut-être du politique. Ça vient de Vélo Québec. Ça vient de Vélo Québec. C'est pas compliqué. Ouais. Regardez le travail que Vélo Québec a fait. Il y a le Vélo Québec, avec le monde historiquement, mais Vélo Québec a tapé du pied poliment, a revendiqué poliment. Avec Marc Jolicoeur, qui est ingénieur, il a engagé un ingénieur qui s'est spécialisé partout dans le monde, puis qui avait le jonc là, pour mettre sa bague avec ses collègues.
Donc, vous avez un organisme structuré, organisé, qui amène des revendications sur la place publique. Et le mieux, quand on est un groupe de pression ou de revendication, c'est de se faire récupérer. Parce que nos idées sont récupérées par des gens qui les portent après, puis qui se retrouvent au pouvoir, puis qui se disent « c'est pas fou ». Comment ça se fait qu'à Montréal, encore aujourd'hui, là, je vous donne des exemples, j'en aurais 300. Mais vous savez, il y a les stationnements à Montréal, on a des beignes, là, un anneau qui a été dessiné par Michel Dallaire. Vous connaissez ça? Pour attacher nos... Ben oui. Bon, la moitié sont tout croches, sont défaites, sont rouillées. Pourquoi qu'on ne refait pas ça? Pourquoi qu'on ne met pas ça propre? Pourquoi il manque à peu près 20 000 stationnements de vélos en ville? C'est quoi le problème? Fait que là, il faut interpeller. C'est quoi le problème? Pas de budget? Mais, OK. Fait que donc, la volonté politique, elle exprime l'opinion des citoyens et des citoyennes, quartier par quartier. Le plus grand gain à Montréal. Et puis là, il y a des villes au Québec, on les voit. Sherbrooke, Magog, Drummondville, Québec avec le maire puis le directeur du STL, du réseau de transport de la capitale. Gatineau, Trois-Rivières, vous voyez. Donc, il y a un des gens, c'est pas toujours l'âge. C'est-à-dire, c'est pas toujours l'âge. Des fois, c'est vrai que c'est l'âge, mais des fois, c'est l'état d'esprit. Il y a des gens plus jeunes que moi qui ne sont pas là du tout, puis il y a des gens plus vieux que moi qui sont bien en avance. Fait que donc, c'est pas l'âge. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes mairesses, il y a des jeunes maires, mais il y a des maires aussi qui ont 50 et ils sont dans ça. Ils vont être en phase avec leurs citoyens, ils savent qu'il va y avoir des résistances, et étonnamment, le vélo est extrêmement, extrêmement symbolique. Extrêmement. Pourquoi un véhicule de 10 kilos qui coûte 1000 $, qui transporte 100 kg à 30 km/h, crée autant de problèmes quand il ne produit aucun gaz à effet de serre? Pourquoi on n'a aucun problème à annoncer une subvention vélo électrique, mais pourquoi on n'en fait pas pour tous les vélos? Pourquoi la clé Bixi n'est pas gratuite pour tous les employés? Pourquoi? Donc, il y a plein de pourquoi comme ça. Parce qu'on est timoré, on hésite, on n'est pas sûr qu'on est en phase avec la population. Est-ce qu'on s'essouffle à un moment donné en tant que Jamais. militant? Parce que ça fait 40 ans qu'on répète les mêmes arguments. On s'essouffle d'une expression française qui est les marronniers. C'est-à-dire, tous les printemps, il y a un accident puis on est interpellé. On s'essouffle d'argumenter avec les gens qui nous disent « Oui, mais le vélo, ça ne rapporte pas de taxes. » Le vélo ne paye pas de taxes. On a l'hiver ici. On a l'hiver ici. C'est pour ça que, relisez le cocktail transport. Le cocktail transport vient de Michel Trudel, qui était au ministère des Transports. Lui, il appelait ça le cocktail modal. Puis j'avais dit à Michel, modal, là, fait que c'est moi qui l'ai rebaptisé, mais avec Robert Boivin, quand on écrit ça, on dit l'auto est fantastique. Véhicule fantastique, extraordinaire. Il n'y a pas 4-5 millions de tatas au Québec qui ont des autos. Mais à partir du moment où tout le territoire est aménagé pour une automobilité et une autodépendance, bien, tenez-vous pas. Après, ce qu'on dit, c'est si on prend l'auto pour tous les déplacements tout le temps, on est dans le trouble. Si ça prend 1 litre d'essence pour aller acheter 1 litre de lait, on est dans le trouble. Si un ménage en banlieue vient avec les 2 adolescents au centre-ville avec 4 voitures, on est dans le trouble. Si on pense que 8 milliards d'êtres humains peuvent avoir 8 milliards d'automobiles électriques qui marchent aux pètes de fleurs, on n'a rien compris. Ça fait 32 milliards de pneus sans contenir les pneus l'hiver. Ça fait 8 milliards fois 2 tonnes de métal puis de plastique. Faites le calcul, 16 milliards. À renouveler, ça ne marche pas. Ça ne marche pas d'un point de vue général. On a un système de mobilité, je l'ai dit, qui tue 3000 personnes par jour. Conséquemment, ce qui motive le militantisme, ce qui motive, c'est que des gens nous disent non. C'est la bêtise, c'est les lieux communs. Ça, c'est motivant, ça. Est-ce qu'on a raison? Je ne sais pas. Mais on a des arguments, et puis, en même temps, je me déplace en vélo, mon sort s'améliore, ça ne me coûte pas d'essence, il paraît qu'il s'est rendu cher, là. Je ne suis pas ça, je n'ai pas d'auto. Et je me rends plus vite que n'importe qui. J'ai fait des courses auto, taxi, transport en commun, vélo, on les gagne tout le temps. On arrive avant les autres. Conséquemment, je l'ai dit en commençant, égoïstement, mes affaires s'améliorent. Ça va bien, grâce ça va bien. à Vélo Québec. Mais je pense que vous faites réagir pas mal de gens. On va prendre vos questions dans quelques instants. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions à Michel Labrec, n'hésitez pas. Il y a Magali qui est avec moi ici qui va pouvoir vous en poser quelques-unes. Peut-être juste avant, le temps que les gens... Là, on n'a pas parlé pantoute. J'ai voyagé partout aussi en vélo. Non, c'est pas grave. On a tellement de choses avec vous. Ça fera peut-être partie des questions. Moi, j'étais curieux de savoir, parce que je trouve ça intéressant, votre parcours, parce que ça me fait penser un peu à Stephen Guilbeault aussi. Donc,
l'environnement. Je ne sais pas avec Les récentes décisions n'ont pas satisfait, mais c'est-à-dire le côté militaire, de faire des actions à l'époque avec Greenpeace, tout ça, qui a milité pendant tant d'années, qui là finalement a décidé de faire un saut en politique pour tenter sa chance. En choisissant, vous savez la formule en politique, si vous voulez en faire, il y a une formule de André Gorz, Michel Bosquet qui dit que la politique est ainsi faite que seuls ceux qui sont faits pour en faire en font. Deuxièmement, quand vous embarquez en politique, si vous voulez garder vos idées, changer de parti, si vous voulez changer d'idée, vous allez devoir changer d'idée pour rester dans le même parti. Fait que c'est dur, la politique. C'est un choix. Quand les gens le font, ils acceptent d'avoir un nez de clown, de se faire lancer des tartes. Et puis, il y a des gens que ça ne les dérange pas. Il y en a qui sont sous le choc. Souvent plus les femmes que les hommes, parce que moi, j'ai vu les conseillères avec lesquelles je travaillais qui se faisaient bardasser sérieux au téléphone, de façon par les citoyens et citoyennes. Là. Je vous dirais que ça semble être rendu assez généralisé. Avec la pandémie, c'est difficile, la politique. Pour vous, c'est terminé? Ah, jamais, non? Plus jamais. Pas de retour en politique? Jamais. Parce qu'il y a Éric Duhem du Parti conservateur qui cherche des gens pour la campagne. Non, mais moi, j'ai été là 4 ans. Moi, regardez, moi, je suis allé pour mettre un stop au coin de la rue. Je suis pas allé pour changer le monde. Je suis allé pour une chose que personne n'a... Je l'ai expliqué dans le livre, un livre extraordinaire sur la politique municipale, là, le projet Montréal par M. Sanger, si je prononce son nom. Un des meilleurs livres de Real Politics. Mais dans ce livre-là, je lui avais dit quelque chose, il ne l'a pas pris. C'est lorsque M. Charest a décidé de défusionner les villes. Vous savez, ça avait été fusionné, puis qu'il a dû les défusionner. Il a été obligé de concéder aux arrondissements de l'ancienne ville le contrôle sur leurs réseaux locaux. Ça, c'est là que je me suis présenté. Parce qu'avant, c'était le directeur de la ville puis de la circulation qui contrôlait le trousseau de clés de toutes les rues. Et quand on voulait apaiser de la circulation ou diminuer les autos dans nos rues de quartier, comme citoyens, on avait le droit, ils disaient non, ça va bloquer à Fleury puis Soriol. Et quand ils ont rétrocédé ça dans les arrondissements, j'ai dit « ça y est ». Et donc, j'ai écrit le plan, et Luc l'a fait, là, c'est M. Rabouin, Luc Ferrandez, avec l'équipe. Conséquemment, j'ai pas quelque chose qui me dirait « je vais me présenter localement ». Pour moi, est-ce que le rêve est exactement ce que je voyais? Non, mais ils l'ont fait. Il y a une piste qui est peu connue, elle est sur Pierre de Coubertin, entre Bourbonnière et Pineuf. Ouattata. Et elle va se prolonger sur Pierre de Coubertin jusqu'à Pinat. Ça, c'est la piste du futur. Ça a été fait par l'arrondissement avec la Ville-Centre. Donc, ce qui me motiverait à faire de la politique, qui est un peu soit la colère, la frustration, vouloir... Non, présentement, non. J'aurais pas ça. Quand là, j'ai un devoir de réserve comme président de société publique, puis une obligation de politesse aussi. C'est ce à quoi les citoyens et les citoyennes s'attendent quand on préside une société publique. Je m'occupe du parc, de l'immobilier, puis de sa qualité, puis de le maintenir Les GES sont déjà coulés dedans, là, puis il y a une valeur patrimoniale, puis il faut investir dans le parc. Mais quand je reprendrai ma parole, peut-être, mais pas en politique, mais peut-être ce qu'on appelle la politique au sens grec de police, là, être sur la place publique, exprimer des opinions, puis militer pour Piétons Québec, par exemple. Parce que les piétons, de ce temps-ci, on regarde le nombre de piétons tués, on regarde la vitesse des véhicules. Une Tesla à 50 km dans une rue de 30, ça ne change rien. Hein. Un moteur de propulsion ne change pas à la vitesse. Il faut apaiser la circulation dans les villes, il faut des saillies de trottoir, faut. Parce que en plus, je pogne 65. Puis regardez les nombres, là, c'est 65 qui traversent moins vite. Quand j'entends les campagnes « Habillez-vous en fluo », vas-tu m'habiller en fluo avec ma blonde quand je sors le soir? Non, je suis un piéton, puis j'ai préséance sur tout le reste de la mobilité dans une ville, dans fluo, un village. Un retour des années 80, hein? Magali, alors... Ben oui, je vais vous amener peut-être quelques réactions et questions de nos auditeurs ou de nos spectateurs. Je pense que vous allez faire un déçu, Michel, parce que Phil Norton du comté de Prince-Édouard en Ontario nous dit « Michel Labrec pour maire ». Alors, désolé, Phil. Non, je vous l'ai dit, ce que je constate, on le voit, les villes le disent. Beaucoup de questions en environnement.
Je fais un aparté. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, M. Sablé, qui travaille à Santis, qui fait de la planification stratégique. Puis je dînais avec lui une journée, puis il me dit, Michel, bon, on parlait de « Es-tu déprimé? Où s'en va le monde? La planète? Yankovici nous annonce que bon. » Je dis « Probablement. » Mais lui, il me dit « Je suis macro-pessimiste, mais micro-optimiste. » Et ça, c'est ma formule présente. Et aussi Schopenhauer, l'espoir est une illusion nécessaire. Tout ça pour dire que dans les villes, il y a beaucoup à faire. La qualité de vie des citoyens, la densification, les commerces de proximité, l'apaisement, le verdissement. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Conséquemment, je vois dans les villes, on le voit, à la fois générationnel, mais aussi idéologique, de cohésion portée par les citoyens. Ce n'est pas le courage politique, c'est que les citoyens sont rendus là eux-mêmes, puis ils portent au poids. Conséquemment, non, c'est zéro. Alors, on a une autre question qui nous vient de notre public. Quelle part modale vélo pouvons-nous espérer viser pour la CMM, donc la communauté métropolitaine de Montréal, à 2030 ou 2040, quand on sait que certaines villes des Pays-Bas sont à 50% oh non, de part on oublie modale? ça. On oublie ça. La structure urbaine dans la CMM est autodépendante. Conséquemment, on peut penser que dans les quartiers centraux, dans le plateau, dans le plan déplacement urbain, je visais sur 16 ans autour de 11 à 13. Je pense qu'on est à 15, ce qui est incroyable. Je pense que il y a une réalité. L'hiver casse l'année, contrairement aux pays germano-nordiques, où même l'hiver à Amsterdam, les canaux peuvent être gelés, mais il n'y a pas la neige, le verglas, la glace. Je me suis remis au vélo d'hiver depuis quelques années, puis il y a des journées, là, c'est sérieux. Donc, je pense la part modale dans la CMM, avec des investissements importants, une structuration orientée autour des gares, du futur REM, puis de déplacement qui fait que tu ne fais plus de pendulaire en auto. Le dernier kilomètre et demi par du vélo électrique ou de la trottinette. On pourrait penser dans des quartiers, même à Laval, tout ça, on pourrait penser jusqu'à 5 à 10 %. Je suis peut-être conservateur. Je pense qu'à Montréal, dans les 20-30 prochaines années, avec des efforts très structurants dans tous les quartiers centraux, je pense qu'on peut être facilement à 20 25 % de la mobilité intramuros. Là, je ne parle pas extramuros, en complémentarité. Si on améliore beaucoup, beaucoup le cocktail transport. C'est ce qui serait déjà un exploit. Là. Oui, c'est-à-dire l'intertarification, tout ce qui est mieux qui était, mais il y a encore bien des croûtes à manger. Mais on peut penser, si on est à 13 dans le plateau, donc centre-sud, Hochelaga, on a Rosemont, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Donc, si on applique ça là, Mais la CMM, c'est compliqué parce que c'est une structure urbanistique autodépendante. Donc, la mobilité pour chaque déplacement. Puis la vie du monde est compliquée. Je télétravaille, j'ai ma voiture. Là, il y a l'élément. J'ai-tu besoin de 3 voitures dans mon stationnement si je télétravaille? Ça va se poser comme question. Donc, est-ce que je peux avoir une carte de transport collectif moins chère si je télétravaille? Troisièmement, si j'ai mes enfants à aller chercher à la garderie, ma mère à m'occuper à l'hôpital, aller faire mes courses au centre d'achat, revenir, et que tout est décentré, le seul véhicule qui dessert correctement, ça, c'est l'automobile, fût-elle électrique. Donc, ça va être difficile d'atteindre des taux plus élevés. Mais et au-delà d'avoir le réseau cyclable, il y a aussi, il arrive quoi quand il faut que tu déposes ton vélo, quand tu arrives au bureau? Je sais que vous travaillez beaucoup au Parc olympique à offrir les infrastructures nécessaires aussi pour les cyclistes. Oui, c'est bien beau de se rendre d'un point A à un point B, mais il faut que les entreprises... Mais les entreprises, nous, par exemple, maintenant, la clé Bixi, tous les employés peuvent l'avoir pour leur déplacement. On va... Des bornes à recharge électrique. Des bornes à recharge électrique, entretien pour le vélo donc, une politique de mobilité. Les employeurs, ils peuvent en faire. Ils peuvent en faire. Je l'ai vu. Et ce n'est pas le cas actuellement dans bien des endroits. Non, c'est timide. Les douches. C'est timide. C'est timide. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous retient. Dans ce cas-ci, ce n'est pas l'argent. Je veux dire, c'est pas l'argent. Là, on parle de quelques milliers de dollars. C'est pas l'argent. C'est go, allez-y, on va de l'avant. C'est des politiques qui vont garder nos employés, qui vont faire que les employés vont faire une décision différente quant à où je m'établis compte tenu de ce que j'ai comme avantage. Alors, quelqu'un nous dit en commentaire, Oulu, en Finlande, même hiver qu'au Québec, a quand même une part modale qui dépasse les 30 %. Ça nous donne espoir. Je vais vous lancer une autre question. On nous demande, si vous aviez une baguette magique pour changer une loi, un aménagement ou une structure politique, qu'est-ce qui aurait le plus grand pouvoir et le plus grand impact? Le plus grand impact, oui. Une loi pour changer une structure politique. Bien, c'est sûr que
entre l'Agence de mobilité durable, la responsabilité du transport à l'hôtel de ville, la direction territoriale du ministère, l'ARTM, l'ASTM, le RTL, l'ASTM. Donc, tous ces intervenants-là, c'est beaucoup de monde. Est-ce qu'un despote éclairé gérerait mieux ça? Je ne le sais pas. Quelle est l'implication des élus dans cette structure-là? Mais c'est probablement ça, c'est-à-dire les éléments de mobilité complémentaires. Le taxi relève de l'Agence de mobilité durable. Avant, il relevait des policiers. Pour moi, le taxi, c'est un cocktail, c'est dans le cocktail transport, c'est fondamental. Maintenant, Uber est arrivé. Fait que pour moi, d'un point de vue de mobilité, c'est probablement là, c'est une cohésion beaucoup plus grande. Et la clé, bien sûr, c'est le législateur. Hein? Québec détermine les lois générales de conduite des municipalités, détermine les lois des sociétés de transport public, détermine les fusions, des fusions entre les sociétés. C'est probablement là que j'agirais si j'avais une baguette magique. Mais il faudrait que je m'assoie calmement pour voir qu'est-ce que je proposerais au bout de la baguette magique. Ouais. Donc, d'alléger des structures un peu. C'est pas léger. Non? C'est pas léger. C'est une dimension de cohésion puis une dimension de pouvoir qui est détenue par celui qui a l'argent. Prenez le SRB puis neuf. Normalement, là, ça prend 4 ans faire un SRB. À peu près 4 ans. On a signé le contrat 2019, 2013, 2009. 2013, ça devait être terminé, ça va ouvrir à la fin de l'année. Donc, on est 14 ans plus tard. C'est pas les gens, mais il fallait refaire toutes les infrastructures souterraines. Tu ne mets pas un SRB sur des aqueducs, des égouts puis des systèmes électriques pas bons. Mais qui paye? La Ville n'a pas ça dans ses budgets. Conséquemment, le détenteur des cordons de la bourre, quand il fait un projet, bien, il dit, OK, je fais tout le souterrain, je le mets dans le projet, 400 millions, puis je fais le projet en surface, 300 millions, 700 millions, 1 milliard. 1 milliard, ça semble beaucoup, mais pour un réseau qui va fonctionner 24 sur 24 en mode, en bande réservée, bidirectionnelle, dont il n'y aura pas des cônes à tous les semaines parce qu'il y a un tuyau pète. Donc, dans ce projet-là, on avait des entités différentes, Ville, ARTM, puis tout ça, STM, je le vois au coin de la station Pineuve. Et bien évidemment, c'était ce que j'appelle intégrer les coûts, puis celui qui est le donneur d'ordre ou la donneuse d'ordre, il y a les cordons de la bourse, mais il y a une bourse pour partir le projet. La réalité, si vous la regardez malgré certains atermoiements, la Caisse de dépôt, par la loi qu'elle avait, par le pouvoir qu'elle avait, elle a livré un système de VAL, véhicule automatique léger, hein, c'est ça, c'est un VAL autonome, dans très peu de temps, à un coût circonscrit par sa capacité opérationnelle, par sa cohésion d'équipe. Pour le REM de l'Est, ça, c'est d'autres choses, parce que là, c'est le pilotis. On s'éloigne un peu. Oui, mais c'était à la question de la baguette magique, c'est pas léger. C'est de bien déterminer la structure, les pouvoirs, les arbitrages et l'argent. Elle est où, qui la distribue. On a peut-être encore le temps pour 1 ou 2 questions, Magali? Oui, il y en a une, je pense, qui va intéresser beaucoup de gens qui ne sont pas à Montréal. On dit, bon, le vélo a fait sa place dans un nombre croissant de grandes villes, mais à quel point est-ce une solution réaliste pour les plus petites villes? Bien, non, moi, j'ai habité Sherbrooke pendant... Ma famille vient de là, du côté de mon père, ma grand-mère, mon grand-père. J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke. J'étais, la côte Sanborn, je les connais, il y a des côtes. Des fois, c'est la topographie. Mais pour moi, des villes comme Québec, à partir où il y a des aménagements de qualité, puis qu'on règle la montée de la Haute-Ville à la Basse-Ville, là, on sait que dans les pays scandinaves, il y a des remontes de vélo. Hein? Sherbrooke, c'est un peu... Moi, il y a du potentiel. Granby, il y a du potentiel énorme. Il y a des cœurs de village. Magog, il y a un cœur de village. Les gens ne sont pas si loin. Il y a du potentiel dans Trois-Rivières. Il y a toutes ces villes-là. Et ils ont déjà des structures cyclables. Ils ont déjà des passages du pont d'un côté à l'autre. Pour moi, il y a beaucoup... Mais c'est sûr qu'à partir du moment où vous avez une voiture dans votre stationnement ou deux, elle vous coûte, qu'elle roule ou qu'elle ne roule pas, 20 $ par jour, puis que vous avez un chalet, parce que tout le monde a des chalets, bien là, le problème à Montréal, pas d'auto, c'est comment tu sors de la ville. On a déstructuré le transport interurbain par train, déstructuré le transport interurbain par autobus, ce qui fait que c'est difficile. Donc, est-ce que je loue un auto? C'est le cocktail transport dans ce temps-là qui fait que la gens va dire, je travaille maintenant 2-3 jours semaine, j'ai-tu besoin d'un auto? J'ai des alternatives, je prends mon vélo pour faire mes courses. L'hiver, dans le cocktail transport, je mets 2000 $ de taxi. C'est quoi 2000 $ de taxi? C'est pas 8, 9, 10 000 $ pour un auto.
Mais pendant ce temps-là, je suis mobile. J'ai ma carte Opus à l'année, c'est 1000 $. J'ai ma clé Bixi intégrée. Fait que c'est dans ce temps-là, budgétairement, le cocktail transport, on n'économise pas tant que ça. Donc, toutes ces villes-là, avec les élus, il y a du potentiel, c'est clair. Puis pour introduire la culture vélo dans des villes comme Sainte-Julie, Belleuil, peu importe, on y va avec le bollard, on y va la stratégie la plus rapide, la plus simple, la plus efficace? Bien, ça prend des axes structurants très bien faits. C'est toujours ça qui est fort, c'est que souvent, on va faire ce que j'appelle un spaghetti dans des petites rues. C'est parce que je m'en vais de A à B. Là. Genre, on disait souvent, quand on commençait les pistes cyclables, on disait, écoute, je peux-tu aller de A à B en ligne droite? Non, ils nous faisaient des pistes cyclables comme ça, puis on se disait, mais c'est parce que je ne suis pas en train de me balader. Fait que donc, si tu as un axe structurant bien fait, 1,5 mètre de chaque côté, en unidirectionnel avec des feux, sur l'artère principale, qui est le boulevard Tachereau, par exemple, avec des arbres plantés, puis des commerces en fond de l'eau, pourquoi pas? J'ai de la sécurité, j'ai de l'aménagement, je me rabats là-dessus. Je n'ai pas besoin d'une piste cyclable dans ma rue qui est à 30 km ou 20 km avec des autos stationnées des deux côtés. J'en ai besoin sur les artères où je vais faire mes choses. La clinique médicale, l'école, la polyvalente, le centre de sport de mes enfants. Je vais envoyer mes enfants en me disant, ils partent en vélo, mais ils ont le petit casque, ils s'en vont puis ils vont revenir. Donc, c'est un bon point de départ. Peut-être une petite dernière. Une petite dernière pour surfer sur la réponse que vous avez faite au niveau des structures. Si on avait besoin d'un initiateur comme la CDPQ pour arriver à un projet rapide et structurant comme le REM, qui serait l'initiateur idéal pour accélérer les infrastructures cyclables? Au Québec ou... Parce que présentement... Québec a joué son rôle. Vous parliez, hein, je rebondis ce que vous avez dit sur 2020-2021, là, sur la pandémie. Une chance qu'on avait la route verte. Puis une chance que Vélo-Québec a planifié ça. Jean-François Pronovo, il a consacré sa vie. C'était extraordinaire. Moi, je suis parti de Montréal avec mon fils, je me suis rendu par la 4 jusqu'à la frontière américaine qui était fermée, mais peu importe. Donc, une chance qu'on avait la route verte. Et ça, Québec a un rôle à jouer sur ce qu'on appelle les réseaux intermunicipaux, les réseaux structurants, l'aménagement sur le réseau routier d'accotement asphalté, qui est la plus belle victoire du vélo. Ça, c'est le gouvernement du Québec. Les autres, c'est les villes. Les villes. Montréal a un pouvoir énorme auprès de la CMM. Les villes de la CMM, Longueuil et Laval vont avoir un rôle à jouer dans les prochaines années énorme. Ils ont la capacité financière, ils ont la capacité opérationnelle, ils ont la qualité de la fonction publique. Après ça, c'est la cohésion décisionnelle. C'est qui arbitre ça, puis comment on fait, puis à quel niveau on passe. Les pistes cyclables du premier réseau, c'était, on s'en contentait. On n'était pas pour chialer. Deuxième niveau, pas pire. Troisième, là, on voit le rêve arriver. Ce matin, je suis descendu les terrasses. Bon, c'est bon. Mais celle que j'ai au coin de Bourbonnière, à Pineuf, puis je peux vous dire, c'est un contrebas de trottoir avec les trottoirs. Une autre affaire que je peux vous dire, dans mon quartier, ils ont fait un aménagement qui a à peu près 10 mètres au coin de Papineau-Laurier, qui coûte à peu près rien. La peinture, à mon avis, ça a coûté 50 000 $. Ça change toute ma vie de cycliste. Donc, il y a à la fois ce que les grandes politiques, puis à la fois par la fonction publique, par une équipe, l'attention à toutes sortes de petits problèmes partout dans les villes. Parce que de l'acupuncture urbaine, cycliste. C'est ça. Alors que le vélo nécessite des méga systèmes autoroutiers pour rouler à 140 km/h, parfois la micro-gestion des déplacements. Comment le cycliste, OK, on va y faire quelque chose. Donc, on va faire un contresens avec un feu puis un petit sas pour pas. Et ça, c'est beaucoup. Ça, c'est ça qui est fantastique. C'est connaître son quartier, connaître les rues. Et ça se fait à Sainte-Julie, ça se fait à Granby, Magog, ça se fait dans toutes les villes du Québec. Puis là, j'élargis les trottoirs, je permets les terrasses, je ramène des commerces de proximité. La volonté aussi derrière tout ça. Des citoyens. Des citoyens, qui vous vont le disiez, c'est pas juste politique. Arrêtez, Je vous ai écouté, je suis capable ça prend une volonté ça. collective. Je suis plus capable d'entendre ça. Ils n'ont pas la volonté, puis ils n'ont pas le goût de manger et d'écouter dans derrière. Regardez, là, c'est nous autres comme citoyens, citoyennes. Félicitations encore à Michel Labrec pour ce prix, en fait, cette distinction de membre honoraire. Membre honoraire jusqu'à mon service funéraire. Merci pour vos actions. Puis on le voit, il y a encore du chemin à faire, mais c'est quand même... Ah ben non, vous avez pu... C'est des jalons importants qui ont été franchis. Égoïstement, ma vie s'est améliorée. Puis bravo à Vélo-Québec. Puis tous les gens qui nous écoutaient, écoutez, continuez. C'est inéluctable. Dites-vous ça. C'est inéluctable. Dans les 50 prochaines années, ce mouvement-là, malgré que le vélo coûte pas cher et léger, il n'enrichit pas suffisamment les gens pour qu'on décide de mettre des centaines de millions, c'est inéluctable. C'est un mouvement vélorutionnaire.
comme Merci, Bob dirait. merci aussi beaucoup, Robert. Magali. Donc, Magali qui est directrice des programmes donc, chez Vélo Québec. Merci à vous d'avoir pris le temps donc, de regarder cette entrevue, cet entretien virtuel. On vous invite à devenir membre, évidemment, de Vélo Québec pour suivre les différentes activités, pour évidemment supporter l'organisme. Également, je vous le disais en introduction, au mois de mai, mois du vélo. Donc, il y a beaucoup d'activités à venir prochainement. Évidemment, on peut suivre les activités sur le site web de Vélo Québec, sur la page Facebook. Je vous en nomme en rafale quelques-unes de ces activités. Le festival Go Vélo de Montréal du 29 mai au 5 juin. Le défi métropolitain, le tour de la nuit aussi, le tour de nuit, donc le 3 juin et le tour de l'île le 5 juin. Donc, merci à vous. À la prochaine.